Salut à tous, c'est Tony Diaz pour un nouvel épisode du podcast Take Control Now. Aujourd'hui, je reçois Baptista Ravan. Baptista, c'est le fondateur de Gift Media, une agence de communication par le matériel, je dirais, par les objets, le marketing d'objets. En gros, Gift Media sont spécialisés dans la promotion de cadeaux en entreprise, de merchandising à l'image de l'entreprise, etc. Et Baptista, il a un parcours assez cool parce qu'il a commencé à peu près de rien. Il a fait un petit peu de pub, un petit peu de 2-3 trucs avant. Et il a assez rapidement lancé USB Factory, qui par la suite est devenu Gift Media. Aujourd'hui, il y a 8 personnes qui travaillent avec lui. Il a une carrière un peu sportive avec de la boxe taille. Il a une carrière d'entrepreneur. Il est papa. Enfin, il fait plein de choses. C'était hyper cool d'échanger avec lui. Je le remercie et bonne écoute. Salut Baptista, comment vas-tu ? Salut Tony, très bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci. Je te propose qu'on commence par une présentation. Je te propose de te présenter en 2-3 minutes. Qui es-tu et que fais-tu ? Volontiers, alors Baptista Ravan, j'ai 40 ans. Je suis le fondateur de Gift Media. Donc c'est une agence de com spécialisée dans tout ce qui est cadeaux d'affaires et textiles personnalisés. Sinon, j'ai une fille de 6 ans, Luma. Et puis, en parallèle, qu'est-ce que je peux dire ? Moi, j'ai un parcours dans la boxe aussi, dans les sports de combat. Et voilà, j'aime bien voyager. Je suis investi dans ma boîte aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Et puis voilà. Top, merci. Alors, je te propose de commencer par le tout début. Volontiers. Quand tu étais petit, tu rêvais de faire quoi ? J'ai toujours voulu créer ma boîte, en fait. J'ai toujours voulu être entrepreneur. Ça m'a toujours drivé. Je me souviens quand j'étais assez jeune, adolescent, je lisais déjà des livres d'entrepreneurs. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, le fait de créer, de développer quelque chose, en fait. Ok, top. Du coup, est-ce que quand tu étais donc à cet âge-là, t'as testé des trucs ? Vu que tu voulais être entrepreneur, est-ce que t'as essayé de construire déjà quelque chose jeune ? Alors, je me souviens que quand j'étais gamin, je vendais des dessins dans mon quartier à tous les voisins. Je faisais souvent les marchés pour vendre des jouets, vendre 2-3 conneries. Et ouais, c'était pas forcément dans l'idée de gagner de l'argent, mais c'était vraiment dans un challenge que je me mettais en fait pour aller sonner aux portes du haut de mes 10 ans, essayer de vendre. Je me souviens, on avait avec un pote, on allait cueillir des noisettes, on faisait des petits sachets comme ça, on les vendait dans le quartier, c'était assez rigolo. Ah, du coup, plein de petits tests. Exactement, déjà. Ouais. C'est cool. Le sens du commerce en fait. Ok, dès le départ. Exactement. Top. Et du coup, à l'école, tu étais comment ? Ou c'était comment à l'école pour toi ? C'était pas mal de challenges, mais je pense que ce qu'on me dit aujourd'hui, j'étais assez turbulent, le blagueur un petit peu de la classe, qui aimait un peu titiller les profs, mais sans exagérer. Et sinon assez bosseur, je me souviens que je bossais quand même bien pour atteindre mes objectifs. J'étais allé en terminale, après j'étais en supérieur, donc j'ai pas mal cravaché pour mes études. Et voilà, mais un peu le turbulent, mais pas le pire. Ok, donc ouais, alors je crois que j'arrive un peu à m'identifier à ça. Ok. Dans le sens, moi jusqu'à la fin de mon apprentissage, j'ai pas eu beaucoup de difficultés à l'école. Mm-hmm. J'avais pas besoin de beaucoup bosser, et du coup, je pense que je m'ennuyais en fait. D'accord. Et du coup, j'étais un petit peu la personne qui était turbulente, enfin pas turbulente, mais tu parles trop en classe et du coup ça perturbe les autres. C'est ça. Et puis des petits trucs comme ça, donc c'est pas méchant, mais c'est tu déranges quand même un petit peu la sérénité de la classe, j'ai l'impression. Enfin, je parle pour moi, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est un peu ça, ouais. Ok. Et du coup, après, t'as dit, t'as été en terminale, en supérieur, après t'as été au gymnase. Alors en fait, j'ai fait terminale, supérieure, et assez vite, je me suis mis en tête que je devais faire des études pour atteindre mes objectifs. Et
en fait, si tu veux, j'ai grandi sans père. Donc, ce que j'apprenais à l'école avait quand même une assez forte influence sur moi. Et j'avais un peu l'impression que les profs me montaient la tête ou nous montaient la tête pour étudier, pour être les meilleurs, etc. Et du coup, assez vite, je me suis mis en tête que je devais faire des hautes études pour réussir dans la vie, pour réussir à atteindre mes objectifs. Donc voilà, j'ai fait le gymnase. J'ai fait un raccordement après au gymnase parce que j'ai fait un gymnase section diplôme. Bref, pas mal de raccordements. Et j'ai fait en tout 5 ans de gymnase. J'ai loupé mon bac. Et à partir de là, je suis parti faire un tour du monde de 14 mois à l'étranger. Parce que j'ai vu que je n'allais pas atteindre la finalité, ce que je m'étais mis en tête d'aller à l'université. Et qu'en fait, ça n'allait pas m'apporter ce que je voulais. Et puis, du coup, une fois que j'ai fini mes études, je suis parti faire un tour du monde de 14 mois et j'ai beaucoup plus trouvé mon chemin par ce biais-là, si tu veux. Ok. Tu mentionnes plusieurs fois objectifs et que tu avais à ce moment-là. Tu te rappelles de quels étaient ces objectifs à ce moment-là? Bon, si tu veux, je suis parti assez tôt de la maison. J'étais dans un foyer d'étudiants pour finir mes études. Parce que j'avais quelques difficultés à la maison, ça n'allait pas parfaitement bien, on va dire. Et tout reposait un petit peu sur moi, si tu veux. C'est le sentiment que j'avais. Donc je me disais, il faut absolument que je sois au top dans ce que je fais. Sans quoi je vais un peu dériver. Et puis, les sports de combat m'ont beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé à trouver une ligne directrice, à rester discipliné dans ce que je fais. Et puis voilà, je sais plus, ta question, c'était quoi en fait? La question, c'était à cette époque-là, quand tu avais du coup 15, oui. 16 ans, 17, pendant la période du gymnase, tu as mentionné plusieurs fois quels étaient tes objectifs, que tu avais des objectifs. Oui. Du coup, est-ce que tu te souviens quels étaient ces objectifs à ce Monter une boîte. Ok. Ouais. Et du coup, tu voyais quelque chose. Tu voyais que par rapport avec les études, que c'était peut-être pas le meilleur moyen de le faire assez rapidement. En fait, la finalité, je me disais un jour je serai entrepreneur, un jour je vais être businessman, mais je savais pas si ça allait passer par le fait de faire HEC ou de faire des hautes études. Mais voilà, je lisais déjà des livres en lien avec ça. Le commerce international, c'est ce qui me fascinait déjà à cette période-là, quoi. Ok, top. Du coup, tu mentionnes, en fait, tu finis pas du coup le gymnase, si j'ai bien compris. Exactement, ouais. Et tu décides de partir autour du monde. Voilà. Avec l'argent que j'avais économisé pendant les années d'études, je suis parti faire un tour du monde de 14 mois. Ok, t'es allé où? Alors, déjà, je savais que c'était important pour moi d'apprendre l'anglais, d'un point de vue entrepreneurial, et puis aussi pour voir d'autres pays, les États-Unis, etc. Donc j'ai fait 4-5 mois aux États-Unis. Donc je suis arrivé, j'ai fait 1 mois à Los Angeles. Là, j'ai rejoint un pote qui était là-bas pendant 2 semaines. Après, j'ai fait 2 semaines à Venice Beach. Et c'était assez cool. J'étais dans une auberge de jeunesse. Et la nuit, c'était $10. Donc c'était vraiment un truc assez bas de gamme, on va dire, mais c'était monstre cool. Et je me souviens que dans ma chambre, il y avait 60 lits. Ah ouais. Donc voilà, il y avait vraiment pas mal de gens. Et voilà, j'ai créé des liens, j'ai créé des contacts assez vite. Et c'est marrant parce que je me retrouve à vendre de l'encens sur les plages de Venice Beach, en fait, avec un gars qui avait monté un petit stand et qui dormait dans la même chambre que moi. Et il me dit, tiens, je vends de l'encens à Venice Beach, si tu veux, tu peux faire et tout, et t'es payé en fonction de ce que tu vends. Je dis, tiens, pourquoi pas? Et puis voilà, je me retrouve un peu à vendre de l'encens sur un stand fait un peu à l'arrache à Venice Beach. Et bon, j'ai fait ça quelques jours, mais c'est assez rigolo. Et après ça, je suis parti à San Diego parce que j'avais rencontré un Italien dans l'avion avec qui j'avais sympathisé et qui m'a proposé de le rejoindre à San Diego. Donc là, je suis arrivé à San Diego et j'ai commencé à faire une école d'anglais. Et puis voilà, je suis resté un petit peu plus de temps. C'était un super spot. Donc
Donc voilà, San Diego pendant 4 mois, je crois. Ok, donc c'est là que tu as appris majoritairement l'anglais au niveau Exactement. de l'étude, puis après que tu as pu pratiquer en fait Voilà, c'est ça. à vendre de l'encens sur une plage ou ailleurs. C'est ça, exactement. Et ensuite, après ça, je suis parti en Australie. Ok. J'ai fait 2 mois et demi en Australie. Et là, c'était cool aussi. J'ai sympathisé avec pas mal de gens. Et j'avais trouvé un petit job aussi sur une affichette ou je sais plus où, pour vendre des trucs en porte-à-porte. Donc c'était assez marrant. On allait avec un groupe. Il y avait aussi des Français, etc. Et on faisait tout un quartier où on vendait des trucs en porte-à-porte. Bon, c'est un des souvenirs que j'ai, mais j'en ai plein d'autres. Partir en voiture, découvrir l'Australie, c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, j'ai préféré les États-Unis. Après ça, je suis parti en Chine pendant 1 mois et demi. En fait, c'était un billet tour du monde, donc c'est assez chouette parce que tu peux changer un peu tes destinations en cours de route. Ok. Initialement, j'avais prévu de faire 3 mois dans chaque spot. Et voilà, après, j'ai un peu modifié le parcours comme je suis resté plus longtemps aux États-Unis. Et du coup, voilà, j'ai fait 1 mois et demi en Chine. Génial. C'était vraiment très instructif. Un autre monde, en fait. Donc voilà. Et du coup, si je comprends bien, partout où tu es allé, tu es parti avec une envie déjà d'explorer. Donc, tu as fait de la vente, même si c'était des occasions qui arrivaient comme ça. Donc, tu as fait de la vente aux États-Unis, si je comprends bien. Tu as fait de la vente un en petit Australie. peu, ouais, c'est juste. Et puis du coup, en Chine, pourquoi la Chine ? Bon, en fait, moi, déjà, le voyage, c'est pour explorer et découvrir des nouvelles cultures. Parce que j'adore voyager, voir comment ça se passe dans d'autres pays. J'avais 21 ans quand je suis parti. Donc voilà, je voulais vraiment découvrir. Et je devais aussi essayer de trouver des solutions pour subvenir à mes besoins. Je suis parti avec un montant relativement faible. Donc je trouvais un peu des solutions et c'est une manière aussi de rentrer en contact avec les gens et d'apprendre la langue. Et la Chine, en fait, c'est que assez vite, je me suis dit, je suis intéressé par le commerce international et on commençait à entendre parler de la Chine, c'était en 2005. Donc je me suis dit, il faut que j'aille en Chine pour voir comment ça se passe. Les gens me disaient, ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce pays ? Tu sais pas où tu dois aller, tu sais pas quoi faire, machin. Et voilà, je me suis dit, je vais voir sur place comment ça se passe. Et en fait, quand j'ai été en Australie pour faire le visa à l'ambassade chinoise, je suis tombé sur un Australien à qui j'ai parlé un petit peu de ce que je pensais faire en Chine. Et il m'a donné un billet pour une foire qui s'appelle la foire de Canton, qui est super réputée et où tu peux trouver des centaines, voire des milliers de fournisseurs. Et ça se passe chaque 6 mois à Canton. Et du coup, voilà, quand je suis parti en Chine, j'étais quelques jours à Hong Kong. Et après, je suis arrivé à Canton. Et j'ai été pour visiter cette foire et pour visiter le pays, en fait. Ok, trop bien. Du coup, la Chine, c'était ta dernière destination avant de rentrer ? Non, après, je suis resté 1 mois et demi en Chine. J'ai été à Pékin, à Shanghai. J'ai été dans pas mal de spots différents. À un moment, je voulais aller dans une ville qui s'appelle Yiwu. C'est pas très loin de Shanghai. Et c'est là où tu trouves pas mal de fournisseurs différents, d'usines. Parce qu'à cette époque-là, je savais pas exactement ce que je voulais faire et ce que je voulais importer. Mais je voulais surtout découvrir et comprendre quel est le fonctionnement pour faire du commerce international. Et du coup, je vais pour voir des billets d'avion pour aller jusqu'à Yiwu. Et il n'y avait pas de billets d'avion. Et je me suis retrouvé à faire 26 heures de train pour y aller. Donc c'était assez rigolo. Surtout que dans le train, il n'y avait aucune personne qui parlait anglais. Ah bah. Et voilà, il y avait que les Chinois qui étaient là, qui essayaient de rentrer en contact avec moi. Ils étaient tous super chauds. Et je me souviendrai toujours de ce voyage de 26 heures dans le train où tu vois toutes les gares, toutes les personnes qui descendent, qui montent, et tu te dis quand est-ce que je vais arriver, quoi. Ouais, et puis voilà. Puis c'était pas ma dernière destination. Après ça, j'ai été en Thaïlande. Ok. Et la Thaïlande, c'était par passion pour la boxe thaïlandaise et pour apprendre la boxe thaïlandaise, en fait. Et du coup, là-bas, t'as fait combien de temps ? Alors d'abord, je suis parti pour rester 3 mois parce que mon optique, c'était de combattre en Thaïlande. Okay. Je m'entraînais déjà en Suisse, mais j'avais jamais fait encore de combat en Suisse. Et
je me suis dit, je vais apprendre la boxe thaïlandaise en Thaïlande pour apprendre vraiment cet art martial à la base. Et je vais rester 3 mois et je vais faire un combat. Au bout de quelques mois, j'ai vu que si je faisais que 3 mois, j'allais juste me faire exploser, quoi. Donc pour finir, j'ai prolongé de 3 mois supplémentaires et en tout, je suis resté 6 mois. Et j'ai fait un premier combat au bout de 4 mois et demi, 5 mois. Là, j'ai gagné au 2e round. Après, je suis resté encore un petit peu plus. Et j'ai refait un combat 3 semaines après. Et je me suis cassé la main au premier round. Et Comme technique. Non, parce que j'ai continué en fait, j'ai continué sur le combat. Je suis arrivé dans mon coin. J'avais un pote français, Sam, qui était dans le coin. Je lui ai dit, merde, je crois que je me suis cassé la main. Il m'a dit, ok, on continue. Et là, je suis remonté pour le deuxième. J'ai continué pour le 2e round. Je me suis fait exploser. Et l'arbitre a arrêté le combat. Là, c'était chaos technique. J'avais vraiment un goût amer de ce dernier combat. Mais après coup, aujourd'hui, je vois ça comme une victoire parce que j'aurais pu juste me casser et abandonner. Et voilà. Mais là, j'ai persévéré et j'ai donné ce que je pouvais. Voilà, j'ai perdu. Mais bon, c'est pas grave. C'est une aventure de plus, on peut dire. Ouais. Et du coup, voilà, à partir de là, j'avais la main dans le plat. Je pouvais plus m'entraîner en Thaïlande. Je pense que je serais resté encore un petit peu plus. Mais je suis rentré en Suisse, je pouvais plus rien faire en fait. J'étais un peu bloqué. Donc après 6 mois, je suis retourné en Suisse continuer ma vie, quoi. Et justement, après ces 14 mois à l'étranger, à faire le tour du monde, à apprendre plein de choses, comment est-ce que, ton retour en Suisse, tu m'as dit, t'as pas fini du coup de bac. Par contre, tu parlais anglais à partir de là. T'avais 2-3 expériences assez cool à l'étranger de comprendre comment marche le commerce international. Du coup, t'as fait quoi en rentrant ? En fait, je suis rentré, j'avais une putain de détermination. J'étais remonté à bloc. Surtout que je revenais de la Thaïlande où j'avais sympathisé avec des collègues d'entraînement, des potes d'entraînement thaïlandais qui vivaient avec juste rien et qui avaient grandi, on peut dire, dans la misère. Et ça te permet de relativiser, de te dire, bon, en Suisse, même si j'arrive à rien, même si j'ai rien, en fait, j'ai tout par rapport à d'autres pays. Et je suis revenu en Suisse, j'étais boosté. En plus, j'avais gagné un espèce de combat contre moi-même parce que j'étais monté sur un ring, chose que j'avais pas faite avant de partir. Et voilà, je me suis dit, maintenant, c'est bon. J'ai fait ce que je voulais faire, j'ai fait mes combats. Je peux revenir en Suisse et je peux me lancer dans n'importe quel autre projet. Donc voilà, je suis revenu en Suisse. Je savais pas où crécher. Du coup, j'ai demandé à un pote quelques jours avant mon départ si je pouvais être hébergé et dormir chez lui. Il m'a hébergé, j'étais accueilli par sa famille et c'est toujours un de mes meilleurs potes aujourd'hui, Eduardo. Et donc voilà, assez vite, je me suis remis en route, quoi. Et du coup, justement, à partir de là, tu décides de monter quelque chose ou bien tu fais autre chose entre deux, tu fais quoi ? En fait, j'aurais pu monter quelque chose tout de suite dans ma tête, mais la frustration que j'avais, c'est que moi, je suis revenu en Suisse avec quelques centaines de francs en poche, j'avais rien. Donc, j'avais une certaine frustration parce que je me suis dit, j'ai été visiter des usines, j'ai vu comment ça se passe d'un point de vue commerce international, j'ai discuté avec d'autres importateurs du monde entier et je sais comment ça fonctionne. Mais voilà, j'ai pas de thunes pour investir, j'ai rien. Donc à partir de là, j'ai commencé à chercher un travail et j'ai trouvé un travail dans la vente, payé 100% à la commission. Okay. Et puis assez vite, j'ai trouvé un appartement. Je pense en 2-3 mois, c'était bouclé. J'étais de nouveau en train de bosser. Et voilà, ça s'est tourné en ma faveur très très rapidement. Top. Du coup, après, tu commences cette expérience en tant que vendeur payé à la commission. Mm-hmm. Et ça dure combien de temps avant que tu lances ton premier projet ? Alors, au début, déjà, j'avais cette expérience qui était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je suis revenu, j'étais
j'étais surmotivé et remonté à bloc. Je me suis dit, je vais cartonner quoi qu'il arrive. Et au bout de 2-3 mois, je vois que c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et puis que la vente, c'est vraiment un métier à part entière. Surtout que quand j'ai commencé à travailler, j'avais 22 ans. En fait, dans l'annonce, ils cherchaient des personnes à partir de 25 ans. J'avais réussi à convaincre le recruteur de m'embaucher de par mon parcours, et la personne aimait bien les arts martiaux, donc ça nous faisait des points communs et ainsi de suite. Et puis, du coup, j'ai commencé, mais du haut de mes 22 ans, je faisais à peine 18 ans. Et j'allais voir des patrons d'entreprise qui avaient 40, 50, 60 ans. Donc les gars, ils me prenaient vraiment pour un rigolo, j'étais pas pris au sérieux. Et j'ai dû vraiment cravacher pendant plusieurs mois pour passer outre ce fait et faire en sorte que je sois pris au sérieux dans mon travail quotidien. Donc au début, j'ai vraiment beaucoup galéré. Après, d'un coup, ça a commencé à fonctionner. J'ai eu du succès. Et là, j'ai fait 1 an et demi, tout en mettant chaque fois un petit peu d'argent de côté avant de lancer ma boîte. Est-ce que du coup, la première boîte, c'était USB Factory ou c'était une autre encore ? En fait, là, il n'y avait pas vraiment de première boîte, parce qu'au bout d'1 an et demi, j'ai dit à mon chef, alors écoutez, je vais quitter la boîte et je vais monter ma société. Et il n'en revenait pas, c'était juste aberrant pour lui, d'autant que je commençais à avoir du succès. Il m'a dit non, ça ne va jamais marcher, vous êtes trop jeune, etc. Et là, en fait, je me suis dit, je vais arrêter et je vais retourner en Asie pour trouver des opportunités commerciales et voir ce que je peux faire. J'avais vraiment une détermination pour essayer de faire quelque chose, mais je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Et là, je suis retourné visiter des salons, la foire de Canton, visiter des usines, continuer à apprendre et peaufiner mes skills, on va dire. Et puis c'est là qu'un jour, je suis tombé sur un fournisseur de clés USB personnalisées. Et je me suis dit, mais ça correspond exactement à ce que je veux faire, parce qu'il y a le côté importation, commerce international, et il y a le côté visibilité, parce que dans mon travail de commercial, je vendais de la publicité, en fait. Donc ça combine un petit peu les deux. Et c'est un domaine que je commence un petit peu à connaître, si tu veux. Donc voilà, à partir de là, j'ai fait des contacts avec l'usine. Je suis revenu en Suisse, j'ai fait un site internet, etc. Et voilà, l'aventure a démarré. Ok, top. Et du coup, donc, tu as fait tout ça, tu as fait toute cette recherche en avance pour... tu savais que tu voulais faire quelque chose, tu ne savais pas quoi, donc tu as trouvé ton idée au bout d'un moment. Tu arrives en Suisse, tu dis, j'ai lancé mon site internet, ça a commencé à marcher, et voilà, ça a marché. Alors, ça, c'est cool. Après, au quotidien, est-ce que tu te rappelles comment ça a été vraiment le début ? Est-ce que ça a été hyper vite, hyper simple ? Ou bien est-ce que tu as quand même eu pas mal de difficultés à lancer ou bien tu as vraiment trouvé le bon produit au bon moment et puis tu as réussi à le vendre parfaitement ? Je pense que des difficultés, j'en ai eu au début, j'en ai encore aujourd'hui. Mais malgré ça s'est lancé assez rapidement, ça s'est mis en place assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais développé des compétences de commercial. Et en fait, c'est ce qu'il faut au début quand on lance sa boîte, c'est de pouvoir aller toquer aux portes, démarcher, aller voir des personnes et pas avoir peur de se faire rejeter. Et ça, je l'avais appris dans le travail que je faisais déjà en tant que commercial, en fait. Et j'ai un peu ce côté essayer de vendre quelque chose, essayer de me surpasser. Donc, par rapport à ça, je n'ai pas rencontré réellement de challenge. Par contre, sur d'autres points, oui, il y a eu pas mal d'autres difficultés. Mais je pense que ça a démarré assez vite. Et c'est aussi grâce aux gens qui m'ont conseillé, on va dire. Ça, c'est hyper intéressant parce que moi, ça fait 2 ans que je suis freelance indépendant. Et c'est toujours drôle d'échanger avec des gens qui veulent se lancer à faire un truc ou un autre. Et en fait, depuis 2 ans, après les discussions que j'ai fait avec typiquement ce qu'on fait maintenant, ce que j'ai fait avec plein d'autres gens, en fait, je me rends compte que oui, ça fait que 2 ans. Par contre, ça fait genre plus de 10 ans que j'ai toujours fait des petits mandats à côté. Et du coup, tout ce qui était contact client, relation de vente,
négociation, mettre un prix, émettre un devis, tout ça. En fait, je l'ai fait pendant presque 10 ans en part-time, en faisant mes trucs à côté. Et du coup, ça, en fait, tu pars pas du même point d'égalité avec les autres gens. C'est clair. Et j'ai l'impression que tout ça, vu que je l'ai fait un petit peu avant, ça m'a facilité la vie de maintenant, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que je te posais la question, pour voir un peu qu'est-ce que tu avais acquis avant pour pouvoir lancer plus sereinement, en fait, je dirais, ton projet. Ok. À partir de là, donc, tu as USB Factory qui start. Tu vends principalement des clés USB personnalisées. Et si je ne me trompe pas, après quelques années, tu crées une deuxième entité. Ou un autre nom, je ne sais pas. En fait, je lance USB Factory. En parallèle, je continue à faire de la boxe. Okay. Et à faire de la compétition. À un moment donné, je me suis dit, ok, je vais refaire un petit peu de compétition, ça me donne envie et j'avais pas l'impression de travailler à 100%, je m'entraînais quand même une grosse partie de mon temps. Donc avant que j'engage quelqu'un, ça a pris, je pense, quand même 4-5 ans minimum. Okay. Donc au début, je le faisais vraiment presque comme un loisir, en fait. Ça subvenait à mes besoins, mais j'étais pas impliqué comme je suis impliqué aujourd'hui dans ma boîte. Et j'avais aussi des objectifs sportifs. Donc j'avais un peu ces deux tableaux en même temps. Donc voilà, j'ai engagé quelqu'un peut-être au bout de 3-4 ans. Et après, c'est à ce moment-là que la boîte a commencé à grandir un petit peu. Ok, top. Et du coup, dès qu'elle commence à grandir, aujourd'hui, c'est pas USB Factory qui existe. C'est Gift Media. Voilà. Exactement. Et du coup, comment est-ce qu'on passe du USB Factory à Gift Media ? En fait, si tu veux, USB Factory, c'est le nom est déjà assez limitant. Mais quand j'ai commencé, c'était stratégique parce que quand j'ai commencé sur le marché du cadeau d'affaires et de l'objet personnalisé, tu avais vraiment beaucoup d'entreprises. Et moi, l'idée, c'était d'arriver avec un seul produit pour me démarquer et pour me positionner comme spécialiste. Donc, ça m'a permis d'ouvrir des portes, de travailler avec le PFL, par exemple, au bout de quelques mois, et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, les clients ont commencé à me demander d'autres types de produits. Des casquettes, des objets, des sacs, des tote bags, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que j'ai engagé des collaborateurs, on s'est plus positionné comme conseiller pour nos clients dans leur stratégie marketing. Et l'idée de Gift Media, c'est vraiment de se positionner comme une agence de com qui va conseiller nos clients pour avoir l'objet qui touche vraiment la cible. Et donc voilà, aujourd'hui, le positionnement, c'est plus en tant qu'agence de com pour pouvoir conseiller nos clients et les accompagner dans leur choix. Top. Donc c'est aujourd'hui, quand tu parles de Gift Media, tu n'as plus uniquement la partie genre objet physique, mais tu as aussi toute la partie conseil, suivi. On peut dire, voilà, exactement. Ça fait partie du tout. Okay. Et typiquement, pour prendre des exemples, on a des boîtes qui nous accompagnent en disant, voilà, on veut développer notre marque employeur. On veut faire des cadeaux pour les nouveaux collaborateurs qui rentrent dans l'entreprise. On veut se mettre en avant et pouvoir avoir des objets qu'on peut insérer dans des vidéos, etc. Et c'est à nous de les accompagner pour trouver ce qui est le plus pertinent, si tu veux. Ok, trop bien. Et du coup, par rapport à ça, je vais te lire la description que j'ai trouvée de Gift Media sur LinkedIn. Volontiers. Comme ça sera peut-être plus parlant. Et si ce n'est pas le cas, il faudra que tu la mettes à jour. C'est clair. Donc en Attention. gros, si je lis, donc ça, c'est la présentation que tu as sur ton profil LinkedIn. Gift Media, c'est proposer des objets personnalisés de qualité que l'on a envie de garder. Nous sommes une équipe de passionnés spécialisés dans la communication par l'objet et œuvrons au quotidien pour faire évoluer le secteur du cadeau d'affaires en ne travaillant qu'avec des produits qualitatifs, utiles et impactants. Je pense que ça correspond tout à fait. En fait, ce qu'on met en avant pour nos clients, c'est faites des objets de qualité qui vont être utilisés longtemps. Parce que si tu veux, pendant trop longtemps, on a fait dans le cheap, et beaucoup d'entreprises ont fait un maximum de produits et la philosophie, c'était faire un maximum d'objets le moins cher possible pour en distribuer à un maximum de personnes possible. Aujourd'hui, il faut aller à contresens de ça et c'est ce qu'on veut mettre en avant avec Gift Media.
c'est faire moins d'objets qui vont durer plus longtemps et qui permettent de toucher les bonnes personnes. Quitte à ce qu'on ait le même budget que si on faisait 10 000 pièces, autant en faire 500 mais de meilleure qualité, ou 800, 1000, peu importe, et les donner aux bonnes personnes et aux bonnes cibles pour que le cadeau qui soit délivré, il crée une connexion émotionnelle parce qu'on a un truc vraiment de qualité et qui soit utilisé même d'ici 3-4 ans, quoi. C'est ça un petit peu l'idée. Et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Et c'est pour ça typiquement en interne, on a un acheteur qui va sourcer aussi les fournisseurs de qualité. Et le but, c'est de trouver des fournisseurs qui tiennent la route et qui nous permettent de proposer quelque chose haut de gamme. C'est marrant parce que dès que tu es rentré dans la salle, t'as vu ma gourde. Moi, j'ai une gourde que du coup, j'ai reçue lors d'un workshop. Et tu m'as dit, t'as une belle gourde. Du coup, je vois directement que t'as l'œil pour voir un peu tout ce qui existe, puis tu es intrigué directement par toutes les possibilités que tu as à mettre en place pour offrir des objets de qualité. Typiquement, la gourde, ça fait un peu plus d'1 an que je crois que je l'ai. Okay. Et du coup, effectivement, je l'utilise parce qu'elle est de hyper bonne qualité et que elle me convient parfaitement. Et c'est pas les premières gourdes que tu trouves n'importe où qui ont aucune quantité possible. C'est ça. Du coup, c'est intéressant de voir à quel point tu es investi, même quand t'es pas au bureau. Parce que là, c'était assez drôle. D'accord. Vraiment, t'es arrivé et t'as fait elle est cool la gourde. C'est pas moi qui l'ai faite. Moi, je suis entrepreneur, je bosse 24/24. Et justement, la personne qui t'a offert cette gourde, c'est comme si elle louait un emplacement sur ton bureau. Et en termes de visibilité, on sous-estime ce qu'un cadeau peut générer, autant en termes de visibilité et d'émotion. Et c'est ça qu'on essaie de transmettre à nos clients, en fait. Top. Tu as mentionné aujourd'hui, donc tu as une équipe. Elle est composée de combien de personnes? Comment ça se passe? On est 8 personnes. Ok. Et donc il y a une personne qui est responsable des achats. Il y a 3 personnes qui s'occupent du conseil client. Une personne, on a un apprenti aussi. Et puis une personne qui s'occupe du marketing. Et une personne qui est là en tant que bras droit, responsable admin, qui m'aide aussi dans les choix stratégiques, les engagements, etc. Ok, top. Et aujourd'hui, est-ce que, du coup, après, si je ne me trompe pas, 12 ans, non, plus ? Plus, mais tu peux dire 12 ans, ça me va aussi. Ok, après tout ce temps-là, avec Gift Media, qui avant avait un autre nom, mais avec Gift Media, est-ce que tu as un quotidien ou une semaine type? En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les jours, tu as quelque chose de nouveau. Typiquement, demain, j'ai des entretiens pour pour un nouvel apprenti qui va commencer cet été. J'ai une partie formation. Je vais voir un client avec la personne responsable du marketing pour lui montrer un petit peu comment ça se passe. Et voilà, c'est quand même assez varié. Après, idéalement, mon rôle aujourd'hui, ça doit être plus de développer mon équipe, de coacher chaque membre régulièrement et de réfléchir à la stratégie de la boîte et me poser pour avoir un marketing cohérent. C'est ça idéalement que je dois faire aujourd'hui. Mon travail, il a changé depuis le moment où on est passé de 1 à 2 personnes à aujourd'hui où on est une équipe de 8 personnes. C'est un métier qui évolue en fait. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait que je suis pas que je m'ennuie pas au bout de quelques années, quoi. Top. Si je me trompe pas, je sais plus où j'ai lu ça, mais tu as effectivement ton poste de travail évolue continuellement. Puis quand tu montes ta structure, en fait, il évolue beaucoup quand tu passes de 1 à 2. Je crois que dès le moment où tu passes 7 ou 8 personnes, du coup, c'est ce que tu es en train de faire actuellement. Et exact. après, le prochain palier, c'est à peu près une 30aine de personnes où tu dois de nouveau retour structurer. Du coup, c'est intéressant de voir que tu confirmes ça dans le sens, quand tu es passé à 2, oui, ça a beaucoup changé, ce qui est normal. Puis là, quand tu arrives à 7-8, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, c'est intéressant de voir. Il y a beaucoup de choses, tu as 100% raison, il y a beaucoup de choses qui changent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu dois changer. Si tu veux faire évoluer ta boîte, en fait, tu dois devenir une autre personne pour l'amener là où tu veux l'amener. Typiquement, au début, j'étais vraiment nul en management.
Aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être nul, mais moins nul en fait. Et du coup, tu dois apprendre des choses, tu dois temporiser, tu dois apprendre à parler aux gens. Il y a pas mal d'aspects que tu peux pas savoir intuitivement en fait quand tu montes ta boîte, quoi. Et ouais, tu es obligé de continuellement apprendre des nouveaux skills. Top. Merci du coup pour cette explication. Là, je vais juste revenir sur un élément que tu n'as pas encore mentionné, je crois. C'est sur ton profil LinkedIn, tu fais partie du board de IO Suisse romande, donc IO Entrepreneur Organization, si je ne me trompe pas. Exactement. Et à quel point tu es impliqué là-dedans, ou bien ça fait partie en fait de la vie de Gift Media, de ta vie à toi? Merci de venir sur ce point. IO Suisse romande, j'en fais partie depuis un petit peu plus de 2 ans. En fait, c'est un groupe d'entrepreneurs qui est vraiment orienté développement personnel, formation continue. Et l'idée, c'est de prendre de la hauteur sur son business, sur sa vie privée et sur sa vie familiale, de manière à pouvoir mieux gérer sa boîte et pouvoir la mettre en mode automatique, voire la scaler si possible. Et on peut dire que depuis que je suis chez IO, déjà ça m'a permis de m'entourer d'entrepreneurs très costauds qui ont les mêmes challenges que moi, les mêmes problématiques, et d'évoluer avec un groupe que je rencontre régulièrement. Et du coup, je pense que j'ai vraiment réussi à faire développer ma boîte ces 2-3 dernières années, notamment grâce à IO. Top. Du coup, à quel point pour toi, IO ou autre, l'entourage justement est important pour le développement de ton entreprise, que ce soit tes mentors, que ce soit tes employés, c'est l'entourage aussi. Enfin, à quel point c'est important dans la... C'est super important. C'est super important. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Je pense que c'est vrai. Après, ça n'empêche pas que j'ai des potes qui sont un peu cassos. mais je pense que c'est vrai, il faut essayer de s'entourer de personnes intéressantes et qui nous tirent vers le haut. Et c'est ce qu'on retrouve chez IO. C'est ce que je retrouve aussi dans mon équipe, parce que j'essaie de m'entourer de gens positifs, et j'ai une super équipe que je vois tous les matins, qui sont souriants au boulot et qui essaient de performer. Donc ça motive. Et voilà, des amis aussi qui essaient de créer des choses. Donc ça, c'est super important pour moi. Top. Je vais te poser une dernière question avant de passer à la partie expérience et conseils. Moi, je suis indépendant, freelance. C'est quoi le meilleur objet publicitaire que je peux offrir à mes clients? Très bonne question. Je pense quelque chose en lien avec le quotidien, qui soit pas forcément pour le bureau, mais qui accompagne un petit peu tes clients. En fait, la question que je te poserais, c'est qui sont tes clients en définitive, avant de pouvoir te conseiller sur quelque chose. Donc, je sais pas, qui sont tes clients? Alors, c'est des petites et moyennes entreprises, je dirais, principalement. Ok. Et tu as des échanges directement avec la personne responsable du marketing, le fondateur? Qui est-ce que tu touches Alors, souvent, c'est soit le fondateur directement, soit la personne responsable opérationnelle, je dirais, vu que c'est là où en gros, je résous des problématiques opérationnelles. Ok. Je pense, dans ce cas-là, quelque chose qui peut les accompagner. Je pense qu'une gourde, c'est quelque chose qui peut être cool, parce que si tu touches des fondateurs qui sont un petit peu dans ton mindset et qui ont ce côté aussi dynamique, ça, c'est un objet qui peut accompagner au quotidien peut-être un entrepreneur que tu connais qui va faire de la montagne, etc. Après, si tu es sur un panel d'une vingtaine de clients, je pense que quelque chose qui peut être bien, c'est encore un cran en dessus, c'est d'avoir peut-être un cadeau qui est personnalisé du prénom de ton client. Et ça peut créer vraiment un lien. Donc voilà, je te dis ça comme ça, mais une gourde personnalisée du prénom de chacun de tes clients. Top. Alors, je t'ai posé cette question comme ça, juste pour voir un peu quels sont les premiers retours en fait, que tu fais, justement pour comprendre un peu le besoin type.
Du coup, je pense que c'était une bonne première, un aperçu de si jamais on vient te voir. Okay. Bon, habituellement, on pose plus de questions, oui, alors mais je pense bien. sais que là, on a un timing aussi. Alors, je pense bien, mais je vois directement que tu pars vraiment pour creuser le besoin concret, définir la cible. Bien sûr. En fait, tu vends vraiment, enfin, tu proposes la vente d'un objet final qui doit toucher une cible, qui doit rapporter quelque chose, de la visibilité sûrement, un lien particulier. Donc c'est assez cool de voir un petit peu comment tu travailles. Ok. Top. Alors je te propose de passer à la partie expérience et conseil. Je sais pas si c'est un bon nom, un jour peut-être je changerai. D'accord. Mais, en gros, pour l'instant, donc depuis le début de ton aventure entrepreneuriale, ou même avant, à l'école ou autre, dans le sport aussi, tu en as beaucoup parlé, pour toi, quelles ont été les plus grandes difficultés ? Les challenges personnels, c'est le fait de me sentir... j'ai un sentiment d'usurpation un petit peu, de tout le temps devoir prouver, un espèce de sentiment d'infériorité, on va dire. Donc ça, en même temps, c'est un frein, mais c'est en même temps un moteur, parce que ça fait que je dois constamment me prouver, et j'essaie constamment de performer, d'apprendre des nouvelles choses, de me développer. Je reste pas sur mes acquis. Donc voilà, ça a été peut-être un frein. Après, le fait de développer mon entreprise, là, j'ai l'impression depuis 2-3 ans qu'il y a une dynamique pour monter la boîte. Mais c'est vrai que ça a été un gros challenge, parce que j'avais ce sentiment de stagner pendant plusieurs années, et d'avoir atteint un plafond de verre avec ma boîte. Et ça me travaillait beaucoup. Je me disais, OK, je suis pas au niveau pour développer plus l'entreprise. En même temps, j'ai encore du temps et je suis relativement jeune. Mais j'avais cette frustration pendant 3-4 ans de me dire, on atteint un certain niveau et ça bloque en fait. Donc pour développer la boîte, c'était plus difficile. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place à ces moments-là où tu as rencontré ces difficultés pour vraiment les dépasser ? J'ai changé. Typiquement, on en parlait tout à l'heure. En fait, moi, j'ai envie d'aller voir le client, j'ai envie de développer une relation, etc. Mais je suis limité par le timing que j'ai, par le temps que j'ai au fil de la journée. Et il faut prendre de la distance sur son business. J'ai dû prendre de la distance sur mon business de manière à pouvoir développer mes équipes, trouver les bonnes personnes et être moins soldat, mais être plus stratège et réfléchir à comment appréhender le marché, etc. Donc ça m'a permis de passer un step pour l'entreprise, on va dire. Top. Et du coup, à l'inverse, pour toi, c'est quoi ta plus grande fierté personnelle ? Alors, je pense le savoir, vu que tu as mentionné ta fille, c'est souvent ce qu'on me répond. C'est la réponse facile. Voilà. Ma fille. Ouais, mais du coup, je veux pas celle-là. Je suis fier d'être monté sur un ring en Thaïlande. Je peux en dire plusieurs ou... Ouais, tu peux. Je suis fier d'engager des gens. Ça, c'est une fierté. De se dire qu'on crée des emplois. Ça, c'est cool. Et dans des conditions qui me semblent positives et dynamiques pour les personnes qui intègrent l'entreprise. Ça, c'est une fierté. Et d'arriver à trouver du temps pour ma fille, c'est pas tout à fait la réponse que tu voulais pas entendre, mais j'arrive à trouver du temps pour faire des activités avec ma fille. C'est pas facile, mais voilà, j'ai pas envie d'arriver à 50 et quelques et me dire j'ai pas eu le temps pour ma fille et je l'ai pas vu grandir. Donc ça, c'est une fierté de réussir à prendre ça en compte dans mon équilibre personnel aujourd'hui. Top. Alors j'aurais une question par rapport à être monté sur un ring. C'est quel est le sentiment en fait que tu as, enfin qu'est-ce que ça t'a apporté de monter sur un ring ? Parce que ça t'a rendu fier, du coup, tu me dis. Et en plus de ça, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi ?
Ça a changé dans le sens où j'ai eu beaucoup plus confiance un mois après ça, même si j'ai gagné, même si j'ai perdu. Mais voilà, en fait, quand tu montes sur un ring, il faut savoir que c'est un combat contre toi-même. La personne qui est en face, bah, il n'y a pas vraiment d'animosité. Elle est là pour faire son taf. Toi, tu fais la même chose. Et le combat, il se fait 100% contre toi. Et du coup, monter sur un ring, c'est réussir à maîtriser ses peurs parce que tu as une deadline aussi. Et c'est ça qui fait peur à beaucoup de gens. C'est que typiquement, on dit voilà, mardi dans 2 semaines, tu montes sur un ring, tu fais un combat. Et l'anxiété, elle monte petit à petit au fil des jours. Et j'ai vu des personnes, des collègues d'entraînement qui tombaient malades, qui laissaient tomber au dernier moment parce que c'est une pression qui est constante. Tu te dis, OK, dans 3 jours, j'ai ça, dans 2 jours, j'ai ça, dans 1 semaine, j'ai ça. Et là, voilà, tu dois vivre avec ça. Ça, c'est un gros challenge. Et du coup, une fois que tu montes sur un ring, déjà, je pense que c'est un des moments où tu vis le plus l'instant présent de toute ta vie, quoi. Parce que t'as pas le temps de réfléchir à autre chose et t'es tellement focus dans ce que tu fais. Donc voilà, ça t'apporte beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction une fois que tu finis le combat aussi d'avoir mis en place ce que t'as appris, d'avoir réussi à gagner, battu ton adversaire et gagner le combat contre toi-même au final. Top. Je te remercie pour ce partage. De rien. Aujourd'hui, avec toutes les expériences que tu as eues, est-ce que au moment présent, tu te sens épanoui? Je dirais que je suis en chemin pour me sentir épanoui. Pour revenir à IO Suisse romande, ça m'apporte beaucoup d'apaisement. J'ai beaucoup évolué depuis que je suis là-bas. Je prends en compte aussi mes émotions personnelles et je vois que ça a un gros lien sur la partie travail. Donc, je dirais que je suis épanoui à 60%. Et en route pour le 100%. Exactement, ouais. Ok, top. Si tu pouvais donner un conseil à Batista quand il avait 20 ans, tu lui aurais dit quoi? Moins prendre en compte le regard des gens et moins avoir peur de trébucher. Pour apprendre plus vite? Exactement, ouais. Ok, top. Et puis à l'inverse, du coup, dans 10 ans, Batista, il sera où et il fera quoi? Bonne question. Je pense que j'aurais monté 2-3 autres boîtes. J'aurais plus de temps libre pour voyager et passer du temps avec ma fille. Et je sais pas, d'un point de vue familial, je peux pas m'avancer. Surtout que ma copine, elle écoutera sûrement ce podcast. Donc, Ok, top. Et du coup, tu as mentionné d'autres boîtes. Tu as d'autres domaines qui t'intéressent, où tu es curieux dessus, où tu veux lancer des trucs dedans? En fait, je veux tout le temps monter d'autres trucs. Après, j'ai une force, c'est que je suis resté focus dans ma boîte et j'ai souvent eu d'autres opportunités pour faire d'autres entreprises. J'ai essayé 2-3 petits trucs au fil des années, mais voilà, j'ai réussi à rester concentré sur mon entreprise. Là, je vais voir des amis. J'avais organisé un gala de boxe avec des potes. Là, on va se voir de nouveau pour organiser. C'est vraiment une entreprise à part entière. C'est un gros travail, organiser un événement, etc. D'ailleurs, je t'inviterai. Alors, avec plaisir. Yes. Et voilà, ça c'est quelque chose que je souhaite faire courant de cette année. Après, l'immobilier, un domaine qui m'attire pas mal aussi. Et voilà, il y a assez de choses à faire. J'ai beaucoup de projets. Mais pas assez de temps. C'est exactement ça. Ouais. Top. Au long de ton parcours, est-ce que tu as eu des gens autour de toi que tu connais ou même des auteurs ou autres qui t'as mentionné le mot mentor à un moment donné? Est-ce que tu as eu des mentors? Oui. Et si oui, lesquels, pourquoi? Alors, j'ai eu plusieurs mentors. J'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Et j'ai toujours un mentor. Donc, j'ai une personne qui me suit dans mon aventure entrepreneuriale depuis presque une dizaine d'années. Il s'appelle Jean De Wolf. Et du coup, il m'a vraiment appris à
à mieux communiquer avec mon équipe, mieux interagir, mieux comprendre les attentes des gens autour de moi. Donc voilà, et mieux au final développer mon entreprise. Donc ça, c'est un mentor que j'ai eu. Et j'ai eu un autre mentor par le biais de IO Suisse Romande qui s'appelle Miles Hopwood. Et donc lui m'a plus appris sur comment essayer de scaler la boîte, quelle vision avoir à moyen terme pour l'entreprise, comment se projeter pour concrétiser sa vision. Et j'essaye toujours d'apprendre d'entrepreneurs qui ont plus d'expérience que moi ou même moins d'expérience que moi. Donc voilà, je pense qu'on peut trouver des mentors autour de soi. Il faut pas avoir peur de demander, quoi. Top. Toi, tu as déjà eu des demandes dans ce sens-là pour que tu aides des gens? Alors en fait, je fais partie du réseau Entreprendre. Je sais pas si tu connais. Je crois que j'ai déjà entendu, mais je vois plus ce que c'est exactement. Ok, bon, c'est un espèce de réseau qui va dans ce sens. Et donc pour cette association, je suis accompagnateur d'une boîte qui pendant l'espace de 2 ans. Et donc je vois le fondateur régulièrement et on partage et on fait un espèce de brainstorm et je lui donne mon point de vue sur son business. Et voilà, si j'ai l'occasion de partager avec quelqu'un ou donner des conseils, c'est volontiers que je redistribue un peu, on va dire, parce que d'autres personnes m'ont aidé et m'ont aidé à me développer. Donc c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup. Et voir un impact sur les gens, voir les gens évoluer, c'est quelque chose qui me drive aussi. Donc peut-être que dans 10 ans, c'est aussi quelque chose que je ferai un petit peu plus. Top. Tu as mentionné plusieurs fois des livres, des ressources. Est-ce que justement, tu conseilles souvent une ressource en particulier, que ce soit un livre, un podcast, un film, aux gens qui t'entourent? Bon, déjà, premièrement, je conseille IO Suisse Romande. C'est le premier truc que je conseille à tous les entrepreneurs. Ensuite, je pense lire tous les livres ou écouter des vidéos en ligne, écouter des podcasts. Aujourd'hui, tu peux apprendre sur tout, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment d'excuse de pas apprendre et pas se développer. Mais un auteur que j'apprécie beaucoup, c'est Brian Tracy. J'ai lu plusieurs de ses livres. Ils sont vraiment super. Et sinon, je lis aussi un petit peu des biographies. Ça, j'aime bien, d'entrepreneurs. J'ai lu récemment Steve Jobs, que tu as lu aussi, je crois. Que j'ai lu il n'y a pas très longtemps aussi, ouais. Ok. Donc voilà, chez moi, j'ai une super bibliothèque avec pas mal de livres. J'en achète beaucoup. Après, ça me stresse parce que j'en ai pas mal encore à lire et qui ne sont pas encore entamés. Mais j'essaie de lire beaucoup de livres donc voilà, sur le développement, comment scaler sa boîte, Scaling Up, un bon livre pour développer sa boîte, de Werner Nisch. Donc voilà. Top. Alors j'ai une question par rapport à IO Suisse Romande. Oui. Est-ce qu'il y a des conditions pour adhérer? Alors en fait, tu peux rentrer chez IO Suisse Romande si tu fais plus de 1 million de chiffre d'affaires. Donc là, tu rentres chez IO Suisse Romande. Et il y a un autre programme qui s'appelle Accélérateur et qui est à partir de 250 000 francs et qui a pour but de te faire passer à 1 million de chiffre d'affaires. Et donc voilà. Donc en définitive, tu peux rentrer à partir de 250 000 francs de chiffre d'affaires. Et il faut que, outre le fait de vouloir développer ta boîte, il faut que tu aies aussi une certaine humilité et que tu sois prêt à t'ouvrir et t'ouvrir avec d'autres personnes qui sont dans ton groupe et prêt à te mettre en guillemets à nu dans les challenges que tu vis et les difficultés que tu rencontres autant professionnelles que familiales, privées, etc. Je pense comme ça que tu apprends le plus aussi et le plus c'est vite. ça, Donc, ouais. Ça me semble totalement cohérent. Top. Du coup, là, j'ai une question plus personnelle. C'est que vraiment, au niveau IO, donc tu dis, pour rentrer, du coup, il faut déjà avoir quelque chose de... Alors, je dirais pas de conséquent, mais vu que c'est basé sur le chiffre d'affaires, est-ce qu'il
il y a quelque chose par rapport aux bénéfices ou pas du tout? Parce que tu peux avoir un chiffre d'affaires de 250 et puis perdre de l'argent. C'est Ou clair. bien tu peux avoir 150 de rentrée et puis un rendement de 90% de bénéfices, tu vois. Complètement. C'est uniquement basé sur le chiffre d'affaires? C'est basé sur le chiffre d'affaires parce que en fait, IO, c'est un groupe mondial. Il y a 16 000 personnes qui sont membres dans le monde entier. Donc, ils ont pris plus ou moins une base qui est valable en dollars. Après voilà, c'est une unité de mesure. Oui. Mais c'est clair que ça peut être biaisé selon comment tu fais du chiffre d'affaires, selon ton bénéfice, etc. Ok, top. Comme ça, moi, c'est juste un peu plus au clair. Hein. Ok. Top. Quel est ton lieu préféré sur Terre? J'ai plusieurs lieux. Alors, tu peux en citer 2 ou 3 si tu préfères. Bon, j'aime bien chez moi. L'Italie. Je suis italien d'origine. La Thaïlande aussi. L'Espagne, c'est chouette. Donc voilà. Et ouais, Belmont. Belmont. J'habite à Belmont depuis 1 an. Et j'ai un chouette appart avec une pièce, une chambre pour ma fille. J'ai un truc plus grand que ce que j'avais avant. Donc voilà, chez moi. Avec une petite vue sur le lac. Top. Merci. Est-ce que tout au long de l'interview, il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je n'ai pas posée? Quel conseil donnerais-tu aux gens qui veulent se lancer ou qui souhaitent développer une entreprise? Alors, quel conseil donnerais-tu aux gens qui souhaitent se lancer ou qui veulent monter une entreprise? Excellente question, Tony. Merci. Je te remercie de la poser. Je t'en prie. Ce que je donne comme conseil, c'est vraiment essayer et pas avoir peur de se challenger, de demander aussi aux personnes qui ont réussi. Aujourd'hui, il y a un réseau social qui est vraiment excellent qui s'appelle LinkedIn et tu peux rentrer en contact avec des gens. Typiquement, il y a des fois des personnes qui m'ont demandé des conseils ou inversement, moi, j'ai contacté des personnes sur LinkedIn et je trouve que pas assez souvent on utilise le réseau qu'on a autour de soi ou des personnes qui ont réussi. Et moi, je me suis jamais retrouvé face à quelqu'un qui m'a dit « Ah, j'ai pas de temps à te consacrer ». Et les gens, habituellement, ont envie de donner un coup de main ou prendre un petit peu de temps. Donc, des fois, je suis presque un petit peu déçu de voir beaucoup de gens qui lancent leur boîte et qui sont pas assez à l'écoute d'autres personnes qui ont un petit peu plus d'expérience. Et typiquement, si j'ai quelqu'un qui me demande, c'est avec plaisir que je prends du temps. Et je pense ne pas être le seul dans ce cas de figure. Donc voilà, faut pas hésiter à aller demander, à contacter des personnes, quoi. Alors je confirme, parce que typiquement pour le podcast, moi c'est un peu mon moment où je peux poser des questions, où je peux un peu m'enrichir en fait de l'expérience d'autres personnes. Et typiquement, c'est sur LinkedIn souvent que je contacte ou je recontacte les gens et c'est hyper rare qu'il y ait un message qui n'aille pas dans le sens de l'aide. Si c'est pas aujourd'hui, c'est plus tard parce que des fois il n'y a pas le temps ils n'ont pas le temps, ou des fois c'est une recommandation ailleurs. Donc c'est toujours, jusqu'à aujourd'hui, je crois que ça a toujours été bénéfique pour moi de contacter des gens. Ok. Genre, coucou, j'essaie de faire un truc, tu veux bien m'aider? J'ai 2-3 questions et les gens sont souvent très disponibles donc, ou prennent le temps pour ça, donc c'est assez cool. À fond. Maintenant, c'est à ton tour. Est-ce que tu as une question que tu souhaites me poser? Quels sont tes objectifs quelle vision tu as plutôt pour ton podcast et jusqu'où tu souhaites l'amener? Alors pour le podcast, j'ai pas forcément beaucoup d'objectifs. Parce que d'ailleurs, on a un peu discuté en off avant. Le seul objectif que j'ai typiquement cette année 2023, c'est que j'aimerais qu'il soit régulier. Donc d'en faire au moins une interview toutes les 2 semaines. Si j'arrive à continuer à avoir de la valeur dans mes invités aussi, j'ai pas envie de faire juste des interviews pour faire des interviews. Je veux que ça puisse être intéressant pour les gens qui écoutent, que ce soit intéressant
pour moi, pour que je puisse poser des bonnes questions, puis que ça puisse être intéressant pour les deux. Donc c'est plus en termes de régularité, parce que en termes d'écoute, j'ai aucun objectif. En termes de financier, j'ai pas forcément d'objectif, parce que c'est dur de monétiser un podcast, à part si tu fais des milliers d'écoutes. Par contre, c'est intéressant, je pense, pour te créer un réseau. Et du coup, mais je pense que ça sera plutôt en lien avec les objectifs que j'ai professionnellement. Et le podcast peut apporter, je pense, quelque chose par rapport à ça. Mais juste le podcast, je suis pas sûr que j'ai plus d'objectifs que le fait d'être régulier avec et puis d'essayer de monter un petit peu en qualité, si je peux, au niveau de la production du podcast. C'est déjà une belle vision, parce que j'imagine que c'est pas mal de temps. Donc bravo, longue vie à Take Control Now. Merci. Comme dernière question, est-ce que si tu avais un message important à faire passer et que le monde entier pouvait t'écouter, ce serait quoi? Oser. Je pense que c'est très très bien comme ça. Top. Je te remercie. Si jamais les gens veulent te contacter, ils peuvent te retrouver, du coup, je suppose, sur le site internet de Gift Media. Sur LinkedIn également, sur Insta, mais je suis un peu plus présent sur LinkedIn. Ok. Donc voilà, je suis ouvert à tout échange. Top. Je mettrai de toute façon tous les liens et puis un peu le résumé de l'épisode dans les notes de l'épisode. Et puis je te remercie pour ton temps. Super, c'est moi qui te remercie, c'était vraiment chouette. Merci Tony. Top. Et encore félicitations pour ce podcast. Merci. Voilà, l'épisode est déjà fini. Si tu as aimé ou que tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à contacter Baptista, il est hyper cool, hyper ouvert, donc si tu as un projet, que ce soit directement pour Gift Media, mais ou si tu veux juste lui poser des questions sur son parcours, pour qu'il t'aide, que tu sois inspiré, enfin peu importe, il est hyper dispo. Je le remercie encore pour son temps, je remercie la Fondation Une Artiste pour le prêt des locaux où on a enregistré, et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.